L'heure, c'est l'heure, comme on dit chez nous. Et je salue les amis que je connais. Il y en a un certain nombre. J'en salue d'autres que je ne connais pas, mais je suis heureux qu'ils soient avec nous ce soir. Vous connaissez le sujet de notre soirée, qui est donc le Liban, après la terrible catastrophe du 4 août, quand il y a eu cette explosion formidable. Je pense qu'on a tous vu les images, cette boule de feu terrifiante qui a détruit le port et une bonne partie de la ville, du centre de la ville de Beyrouth. Et ça nous a touchés, beaucoup d'entre nous, parce qu'on a des amis sur place, parce qu'on a de la famille sur place. On a pris des nouvelles, on s'est mis au courant pour voir ce qui se passait. Et puis après, comme toujours, avec l'actualité, on passe à autre chose. Mais il y a eu un petit signe, en tout cas pour moi, c'est quand j'ai entendu et que j'ai vu sur Internet cette intervention du pape François qui a dit le Liban ne peut pas être laissé seul. Et c'est là qu'on s'est dit avec des amis, il faut vraiment qu'on essaye de comprendre d'abord comment ils vont, nos amis là-bas, et surtout qu'est-ce qui se passe et comment on peut arriver à une situation pareille et éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire. Et alors pour cela, on a pensé inviter bien sûr des Libanais que vous allez entendre tout à l'heure, mais je vous propose de commencer par Claudio Mesonia qui est là, qui est un journaliste de télévision du Tessin en Suisse, qui a dirigé ensuite pendant quelques millénaires un quotidien, le plus important quotidien catholique du Tessin, et qui maintenant encore fait le journaliste, il travaille en dirigeant un site qui s'appelle Il Fédéraliste, le Fédéraliste. Et Claudio est important pour nous parce qu'il a beaucoup de contacts avec le Liban. Aujourd'hui encore, il est allé là-bas. Et c'est aussi intéressant parce qu'il n'est pas libanais, donc il a un regard extérieur. Et je lui ai demandé de nous dire, dans un temps limité, bien sûr, on ne peut pas y passer toute la soirée, mais de nous dire pourquoi la situation est-elle si grave. Pourquoi, quand il y a eu cette explosion, on a dit c'est encore pire au Liban qu'ailleurs parce que le pays traverse une crise terrifiante. Et je demande à Claudio de nous dire cette crise, est-ce qu'elle est d'abord économique, est-ce qu'elle est d'abord politique, est-ce qu'elle est d'abord religieuse? Quel est le point décisif qui fait le drame du Liban aujourd'hui? Claudio, on t'écoute. Merci. Bonsoir à tout le monde, en particulier à Marie-Michel et Mirko Quartana, je l'ai déjà, qui sont des vieux amis. Et merci pour l'invitation. Je m'excuse avant tout pour mon italien, qui en réalité est une mauvaise traduction. Je m'excuse pour mon français, qui est une mauvaise traduction de mon italien. Mais j'espère de me faire comprendre et j'ai pensé de lire pour respecter les temps. Alors j'ai compris qu'est-ce que c'est, je crois avoir compris, qu'est-ce que c'est le Liban, et je me suis passionné à ce pays quand, il y a 20 ans, j'étais à Beyrouth pour réaliser un reportage pour la télévision et j'ai eu la possibilité de visiter le Liban avec le père Samir Khalil Samir, le grand jésuite qui connaît l'islam et ses rapports avec le christianisme, comme je pense personne d'autre ne les connaît. C'est là que j'ai compris pourquoi le pape Jean-Paul II disait que le Liban est un message, phrase que le pape François a récemment reprise en disant le Liban représente quelque chose de plus qu'un État. Le Liban est un message de liberté, un exemple de pluralisme, autant pour l'Orient que pour l'Occident. En réalité, on peut dire, selon moi, qu'un vrai exemple de vie commune entre chrétiens et musulmans dans un État existe seulement au Liban. Je parle de vie commune et pas de cohabitation, de coexistence comme elles ont existé et existent dans d'autres pays, pas seulement au Moyen-Orient. Il y a des pays où les communautés chrétiennes sont tolérées et même vues avec un certain œil de regard, dans des milieux à majorité musulmane, comme par exemple en Irak, pas toujours. Au Liban, par contre, on ne parle pas de majorité ou de minorité, même si parfois on fait des calculs démographiques selon lesquels les islamiques se multiplient plus rapidement que les chrétiens. Mais les Libanais, en général, n'aiment pas de calculs. Leur pays est la patrie au même titre des uns et des autres. Cette vie communautaire où chaque communauté confessionnelle reste ce qu'elle est, et il y en a beaucoup de sous-confessions, disons,
soit parmi les chrétiens que parmi les musulmans. Cette vie communautaire a des racines profondes, elle a traversé les siècles, déjà à partir de la longue période de l'occupation ottomane, mais c'est en 1920, il y a juste un siècle, que le Liban devient un État autonome, même si sous le mandat français, jusqu'à 1943, quand c'est l'indépendance complète du pays des Cèdres. Mais déjà, en 1948, après la Deuxième Guerre, après la création de l'État d'Israël, à peu près 130 000 Palestiniens prennent refuge au Liban. Le Liban est assez petit. Aujourd'hui, on calcule à peu près 8 millions d'habitants, dont presque 3 millions sont représentés par des réfugiés, dernièrement les Syriens, presque 2 millions. Peut-être l'intégration des Palestiniens, qui sont presque tous de religion musulmane sunnite, aurait été possible, même s'il y avait des craintes parmi les chrétiens d'une perte de l'équilibre communautaire. Mais le grand problème se pose en 1975, quand le roi Hussein chasse brutalement de la Jordanie les réfugiés palestiniens qui étaient contrôlés par l'OLP, une faction milicienne en guerre permanente contre Israël. À ce point-là, les Palestiniens au Liban étaient à peu près 300 000, mais surtout, leurs milices conduisaient depuis le Liban leur guerre contre l'État hébreu. Et voilà qui commencent les 15 années de guerre au Liban, que généralement on appelle guerre civile, et c'est faux. Il s'agit en réalité d'une guerre exportée par les pays arabes et l'État d'Israël, avec des plans non déclarés mais cultivés, d'un côté de régler une fois pour toutes la question palestinienne en leur donnant aux Palestiniens une nouvelle terre à eux. De l'autre côté, les Syriens songent à la création de la Grande Syrie dont le Liban serait une région. Mais je me permets d'ajouter que l'effacement même de ce noyau de séculaire vie commune islamo-chrétienne sur base laïque et démocratique jugeait avec sa seule existence les deux donneurs d'ordre et leurs États, qui étaient et sont de nature au fond théocratique. Je parle d'Israël comme des pays arabes. À ce point arrive quelque chose qu'il faut bien comprendre si on veut justement comprendre pourquoi le Liban est en état de crise permanente, qui est notre thème. Il arrive, ce qu'un politologue a décrit avec une formule efficace, l'inversion de la polarité qui caractérise les 18 communautés de nature religieuse qui vivent ensemble dans le pays. Si elle était jusqu'à présent une polarité synergique, intégratrice, elle devient maintenant centrifuge, disgrégatrice. Je m'explique. Les différentes communautés créent des milices d'autodéfense, lesquelles, pendant les presque 2 décennies de terribles guerres, de tous contre tous, vont devenir des factions armées et plus tard des centres de pouvoir. Enfin, dans le chaos de l'État, ces factions, maronites, donc sunnites, druzes, kurdes, etc., jusqu'à la constitution dans les années 80 de la puissante milice chiite, les Hezbollah, ces factions finissent pour se substituer à l'État et commencent à distribuer en forme clientéliste des biens et des services, ou bien elle les soustrait à l'État pour les orienter vers sa propre communauté. C'est ici la vraie racine de la désintégration du Liban, qui aujourd'hui est arrivé aux extrêmes conséquences financières, économiques et politiques que nous avons sous les yeux. J'accélère. En 1989, les grandes puissances décident qu'il est temps d'imposer une pacification au Liban. Mais les leaders des factions, qui de règle font référence à certaines grandes familles, les Gemayel, les Aoun, les Hariri, les Jumblat, etc., ont désormais perdu la moindre notion de bien commun national. Et ils transforment le système de secours qu'ils avaient mis en place pendant la guerre dans un parfait système de corruption clientéliste sur base confessionnelle, bâti aussi sur une distribution minutieuse des charges politiques trop complexes à décrire. Le Liban se reconstruit après la guerre avec une certaine rapidité, mais attention, le clientélisme et la corruption travaillent comme des taupes à saper les fondements des finances de l'État et à dissiper les ressources économiques, jusqu'à l'explosion de la dette publique, soit 70% du PIB, et le pays court vers la banqueroute.
qui sera déclaré au mois de mars de cette année. Mais le pire, c'est que les épargnes des familles et des pensionnés sont congelées par les banques par manque de liquidité du système bancaire. L'inflation monte en flèche et la livre libanaise commence à chuter. Et la chute la portera d'une valeur d'échange de 1500 livres par dollar aux actuels presque 7000 livres. Les entreprises licencient ou baissent les salaires à leur moitié ou bien encore par centaines ferment. Il faut encore dire 2 mots sur les soulèvements populaires et sur le rôle de Hezbollah qui nous conduit à l'événement des explosions du 4 août. Le 17 octobre, comme tout le monde pense, je pensais, le 17 octobre de l'année passée, le peuple n'en peut plus et descend massivement dans la rue. Pendant des semaines et de façon pacifique. Les gens demandent tout simplement que toute la classe politique laisse immédiatement les leviers du pouvoir pour arriver à des élections anticipées. La chose très remarquable, c'est que tous, sunnites, chiites, druzes, maronites, affirment en une seule voix: nous sommes liés avec fierté à nos appartenances religieuses. Et pour cette raison, nous voulons que le confessionnalisme politique avec lequel nos leaders nous divisent soit balayé. Et le parti chiite, les Hezbollah ont bâti leur fortune politique aussi grâce à un système de welfare très efficace. On calcule qu'ils atteignent à peu près le 30% de la population. Un système de welfare qui est financé par l'Iran, mais qui est payé en contrepartie par des milliers de gens libanais, recrutés par le Parti de Dieu, qui vont combattre partout là où Téhéran nécessite du sale travail, disons. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Je voulais dire encore peut-être, si j'ai 2 minutes, quelle relation il y a entre les Hezbollah dont je viens de parler et la question de l'explosion. Peut-être rapidement alors. C'est rapidement. 2 minutes. Oui. L'hangar où étaient stockés les 2550 tonnes de nitrate d'ammonium qui était là depuis 7 ans, était connu par tout le monde, disons, par toutes les autorités, des douanes, du port, les autorités politiques. On savait très bien que c'était une matière explosive et qu'on risquait une explosion terrible. Mais on a continué à laisser les choses comme elles étaient parce qu'on sait. On sait que Hezbollah, qui fait depuis des décennies des attentats de terrorisme, emploie le nitrate d'aluminium. C'est très possible qu'ils ont atteint à ce stock. Je pense par contre qu'il s'agit d'un accident. Je ne pense pas que personne n'ait eu l'idée de faire exploser ce dépôt. Mais il s'agit donc d'une ineptitude, d'une irresponsabilité de toute la classe politique qui était informée encore mois de janvier de cette année. Le général Aoun a reçu une lettre qui lui signalait le danger terrible d'une explosion. Mais il a tout simplement dit oui, c'est vrai, je l'ai reçu, mais ce n'était pas ma responsabilité d'enlever cela. Très bien, très bien. Pour terminer. Oui. Donc, oui, on a vu que le général Aoun, donc le président du Liban, a essayé de lancer l'hypothèse d'un attentat et puis ensuite, il semble maintenant évident que c'est d'abord, comme tu le dis très bien, une conséquence de la désorganisation et de l'incapacité de l'État à faire face à ses responsabilités pour toutes les raisons que tu as données. Je voulais dire, puisque je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui se sont associés à nous, que on va faire un tour de table avec les invités que nous avons là ce soir, mais et ensuite on aura une discussion. Mais vous pouvez aussi intervenir en posant des questions, soit sur la chat, en écrivant vos questions, soit en ouvrant votre micro et en intervenant, et on va voir comment vous faire une place.
Je vous avais promis en ouverture qu'on allait donner la parole aux Libanais parce que je pense que c'est la, la chose qu'il faut faire. On ne doit pas parler sur les gens, mais les écouter. Et on a avec nous ce soir Joe, que je salue, qui est un jeune Libanais qui travaille à Beyrouth, qui était sur place au moment de l'explosion. Joe a souhaité garder l'anonymat parce que la situation n'est pas toujours simple sur place, y compris du point de vue professionnel, mais il est là avec nous, je le connais. Et Joe, quand on a parlé ensemble en préparant cette soirée, tu m'as dit que d'après toi, après cette catastrophe, les autorités libanaises avaient manqué de respect à l'égard du peuple libanais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu ce jugement, pourquoi tu as été blessé, comme tu l'as dit toi-même, pas seulement parce qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait le travail, mais parce qu'ils ont manqué de respect. Joe, tu es avec nous? Bonsoir à tous. Merci Patrice et merci à Claudio pour cette belle introduction. Euh, alors, je disais à Patrice lorsqu'on parlait l'autre soir que nos leaders ont vraiment manqué de respect. C'est très simple, ma réponse est très simple, simplement parce que le second jour, en les voyant à la télé, personne, sur leur visage, personne n'avait l'air d'être touché par ce qui s'est passé. C'est vraiment très simple, tandis que le président français avait l'air plus touché qu'eux. Et même avec les gestes très simples, la couleur de la cravate et, et d'autres choses même apparentes. Et je reviens à un exemple que je connais. Une fois au Japon, l'électricité s'est coupée pour une demi-heure. Le responsable, je ne sais pas c'était qui, si c'était le président ou bien le ministre de l'énergie, il s'est agenouillé 30 minutes devant le peuple. Ce peut être qu'il n'a pas l'autorité, c'est possible, mais au moins, puisqu'il est la face de ce secteur, il s'est excusé de son peuple de cette façon. Je pense que c'est un minimum devant une catastrophe pareille. Oui, je comprends. Et est-ce que autour de toi, tu penses que cette colère des Libanais est toujours forte, est toujours là, ou bien est-ce que maintenant, ça fait bientôt 2 mois et est-ce que la vie reprend et est-ce que les gens se sont calmés, ou bien est-ce qu'il y a toujours cette colère? Je commence par le dire de moi-même. Moi, je suis plein de colère, de frustration, de douleur aussi pour ce qui s'est passé. Et je pense que c'est très normal. Le peuple libanais est connu comme un peuple très vif qui aime beaucoup vivre. On a passé beaucoup de périodes difficiles dans ces dernières années, mais on était toujours connu de sortir toujours, chaque jour plus ou moins avec les amis, etc., même après des faits très difficiles. Cette fois-ci, c'était vraiment, comme on dit en anglais, the cherry on top. C'était vraiment le maximum. Et je vois beaucoup de Libanais qui ont même presque perdu cette caractéristique d'être vivant. Et de moi-même, je n'arrête pas à me remplir de douleur à chaque fois que je vois les victimes, leurs familles, le port comme on le voit maintenant. Et, on dit que plusieurs personnes, y compris un certain journaliste que je suivais l'autre jour, a dit on ne peut pas retourner au normal. Il faut que quelque chose change. Maintenant, ce qui est difficile à comprendre, c'est, moi qui connais peu le pays et surtout qui suis extérieur, c'est pourquoi est-ce que depuis si longtemps, comme Claudio nous l'a expliqué, en fait depuis la fin de la guerre civile, pourquoi est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir, les mêmes familles et les mêmes partis? Parce que finalement, ce sont toujours 6 ou 7 partis qui se partagent le gâteau, si je peux dire un peu comme cela. Pourquoi est-ce que les Libanais continuent à voter pour ces gens-là, pour ces partis-là?
Alors, je vais expliquer. Après la guerre, qui était vraiment horrible, dont je n'ai pas participé, je n'étais pas encore né, les mêmes leaders des milices dont Claudio parlait sont devenus eux-mêmes les politiciens, donc les députés et les ministres, etc. Ils ont construit eux-mêmes, après la guerre, un système, un concept de division de pouvoir sous un couvert, entre guillemets, démocratique, qu'ils utilisent pour leur propre intérêt. Ils ont une mentalité de mafia, ils ont une mentalité de division de pouvoir pour les propres intérêts. En effet, beaucoup de gens les suivent et continuent à voter pour eux car, et surtout la génération de la guerre, ils y vivent toujours dans la guerre. Et une petite partie de la nouvelle génération a, soi-disant, le cerveau lavé par leurs parents. D'autre part, beaucoup de gens sont tellement pauvres qu'ils acceptent même de vendre leur vote aux élections car ils ont besoin de l'argent ou ils ont besoin d'un travail ou même, on dit aussi d'entrer à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens que pour rentrer à l'hôpital au Liban, ils téléphonent à quelqu'un du parti pour qu'il leur permette d'entrer à l'hôpital sans payer une somme très grande. D'un autre Et côté, oui, oui. j'ajoute encore, Oui, 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 beaucoup, volontiers. beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, par contre, sont vraiment réveillés, surtout avec la nouvelle génération, et ils ont le désir de changer. Par exemple, qui ont participé, par exemple, au mouvement d'octobre, de 7 octobre, d'octobre dernier. Et pourtant, même dans les élections, puisque nous sommes un parti démocratique, comme aussi le président l'avait noté, nous avons élu nos propres leaders. C'est vrai, en effet, comme j'avais dit aussi, tous les exemples que j'avais cités avant, tout de même, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de voter. Il y a plusieurs de personnes qui ils ne comprennent pas encore ils disent que, mais toujours, on a les mêmes résultats, donc je ne veux plus voter. Ce que je pense que ce n'est pas, c'est faux de penser comme ça parce que, en effet, si tu descends, tu peux changer. Parce que si tout le monde dit on ne peut pas changer, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer, non? Et j'ajoute que dans certaines régions, si tu votes contre le parti politique, tu es frappé, tu es menacé et dépourvu de tes droits. Oui, je comprends. En même temps, Joe, tu es d'accord que si on a eu la guerre, et ce n'est quand même pas très vieux, 30 ans, euh, on peut avoir peur des autres. Je veux dire, les chrétiens ont fait la guerre entre eux déjà, bon, ça c'est le problème, mais aussi avec les partis musulmans. Il y a eu des choses terribles qui se sont passées dans cette guerre, qui était une guerre dans la ville où on se tirait de maison à maison. Est-ce que c'est pas compréhensible qu'on ait peur de l'autre? Est-ce que toi tu as Oui, en peur? effet, Est-ce que toi tu as peur de tes voisins musulmans chiites ou sunnites ou... les partis politiques, ils ont utilisé le facteur religieux, entre guillemets, ils l'utilisent pour, pour faire peur des autres. Et pour cela aussi, comme vous avez dit, par exemple, dans des élections, il y a beaucoup de gens qui pensent non, je préfère voter à ce parti qui est de ma religion parce que sinon, s'il va perdre, les autres vont, entre parenthèses, nous manger. Non? Oui, oui. Mais pour répondre à ta question pour moi-même, non, moi, je n'ai pas peur des autres parce que, en effet, moi, je suis allé à l'université où il y avait des amis de toutes les religions. Dans mon travail, mes collaborateurs sont de toutes les religions. Et donc, on sort ensemble et on a plutôt un grand désir de vivre en paix, tous ensemble. Et il n'y a pas, on ne pense même pas à une division religieuse entre nous. Oui. Donc, tu penses que c'est un problème des vieilles générations. Oui, Alors, on va parler avec la nouvelle génération, puisque je vois Yvonne qui est là, qui est étudiante ici à Fribourg, à l'université de Fribourg, qui fait son doctorat en littérature française, qui est donc partie du Liban il y a 3 ans. Mais je crois, Yvonne, que tu as toujours des contacts très étroits avec le Liban. Tu as ta famille qui est là-bas.
quand tu entends ce qu'on vient d'entendre sur cette colère des Libanais, sur cette frustration des Libanais, sur cette volonté de changement, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, tu entends ça aussi? Alors, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureuse de participer à cette discussion pour me sentir un peu plus proche justement de ce sentiment d'être libanais, qu'on tend des fois oublier quand on est expatrié ou qu'on vit à l'étranger depuis quelques années. Mais je ne pense pas que la distance puisse éliminer cette colère qu'ont les Libanais qui habitent à l'étranger. Parce que, comme tout le monde, on se sent concerné, toutes nos familles sont là-bas, en tout cas, dans mon cas, toute ma famille est à Beyrouth. On a été touchés par l'explosion, l'appartement, et on a eu beaucoup de dégâts, comme le reste des personnes qui habitaient dans ce quartier-là. Et donc, je ne peux pas être indifférente parce que j'habite loin. Et c'est sûr que la situation nous touche parce que, d'une part, on peut être parti on peut avoir quitté le Liban à cause de la situation qui ne nous donne pas d'opportunités, comme beaucoup de jeunes. Et la deuxième raison, c'est qu'on peut aussi partir pour faire des études, comme c'est mon cas. Donc, il y a 3 ans, j'ai décidé de quitter le Liban pour faire ce doctorat. Donc, je n'avais pas de motif, comment on va le dire, financier. J'avais un job auparavant et puis tout allait très bien. Mais je suis partie pour faire mes études en me disant que quand je finis mes études, je peux rentrer au Liban, trouver un travail et puis continuer ma vie professionnelle. Mais une fois qu'on est à l'étranger et qu'on voit année après année, semaine après semaine, jour après jour, tellement il y a des choses qui se passent dans la région, on se sent éloigné de force. Alors qu'au fond, peut-être, on a tous envie de rentrer. On a tous envie d'avoir notre cercle d'amis sur place, parce que je pense, comme beaucoup de Libanais, on a chacun des amis un peu partout dans le monde, on a chacun des parties de famille dispersées, et on a juste envie d'avoir un endroit calme et tranquille, qui pourrait s'appeler le Liban, dans lequel on pourrait vivre en ayant le minimum, nos droits essentiels, desquels nous sommes malheureusement privés. Et je pense que c'est très tragique pour tous ces jeunes qui partent par volonté ou juste parce qu'ils n'ont pas le choix et qui se trouvent un peu bloqués à l'étranger parce qu'ils ne peuvent plus envisager de rentrer, même si leur désir profond est de rentrer au Liban. Maintenant, Yvonne, on a entendu parler, soit par Claudio, soit par Joe, de la guerre civile, de ce qui s'est passé. Joe avait même cette image que les parents lavent la tête de leurs enfants pour leur dire ce qu'ils doivent penser. Et quand on s'est rencontrés, qu'on avait parlé un peu de cette soirée, toi, tu avais employé l'expression de mémoire empêchée, comme si Oui. les jeunes n'avaient pas les moyens de comprendre ce qui s'est passé. Sì, sì, Alors que moi, tanto non fa niente, vabbè. quand j'écoute Claudio, j'ai l'impression qu'on nous explique les choses. Alors, est-ce que nous, on ne comprend rien et puis il faut être libanais pour comprendre, ou bien est-ce que réellement, on ne vous a pas donné les moyens de comprendre ce qui s'est passé et puis de voir peut-être où est-ce qu'aujourd'hui on devrait faire autrement? Qu'est-ce que ça veut dire, cette mémoire empêchée? Ok. Alors, pour revenir à l'expression que Joe a utilisée, le lavage des cerveaux qui se fait chez les jeunes par les parents ou par les grandes familles. Alors, je peux dire qu'en fait, ces deux concepts sont très liés. Le lavage des cerveaux ne peut se réaliser que s'il y a une mémoire empêchée. Comment expliquer cette mémoire empêchée? Alors, certainement, d'un point de vue externe, l'histoire du Liban, elle est là. On sait comment la guerre s'est passée, on sait qui était au pouvoir, on sait bien que c'était une guerre régionale qui se passait sur le territoire libanais. Donc, on a quand même des faits qui sont expliqués, qui sont clairs. Mais d'un point de vue externe, donc du point de vue de la communauté internationale ou des Libanais, bien sûr, qui s'intéressent à l'histoire de la région. Mais si je parle d'un point de vue personnel, moi, je suis née en 92, donc je fais partie de la génération post-guerre. J'ai pas vraiment vécu, voilà, de l'après-guerre. J'ai pas vraiment vécu la guerre, mais j'en ai souvent entendu parler sans vraiment savoir ce que c'était. J'entendais souvent des réactions, des sentiments éprouvés, la peur, les horreurs qui sont déroulées, mais j'avais pas des détails précis sur l'histoire.
Et ce que je regrette énormément, c'est qu'à l'école, je pense que c'est toujours le cas, on ne nous apprend pas l'histoire de la guerre libanaise. Le livre d'histoire s'arrête juste après l'indépendance. Et c'est tout. Donc, l'histoire proche, c'est sûr, elle a besoin de temps pour être écrite. Ce qui s'est passé n'est pas facile à mettre en mots. Et c'est pas encore très vieux, c'est toujours d'actualité, plus ou moins, vu que ce sont les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Mais cette mémoire empêchée, justement, elle est due à ce manque d'éducation qu'on a à l'école, chez les jeunes surtout. On reste un peu étranger à cette notion de guerre. On l'a en nous, certainement. Elle nous a été transmise. Mais à un point de vue éducatif, si on veut dire, moi, je ne sens pas que cette histoire m'a été inculquée d'une manière naturelle. Il faut faire un effort pour aller trouver les réponses, pour oser sortir de sa communauté, de sa famille qui nous impose ses idées, pour vraiment voir ce qui s'est vraiment passé, sans se cacher derrière notre identité profonde. Mais tu n'as pas peur qu'en réveillant les démons du passé, en ouvrant de nouveau ces blessures qui sont toujours encore là, parce que chaque famille a eu un peu aussi des victimes, est-ce qu'on ne risque pas de réveiller l'incendie? Alors, je pense qu'en psychologie, une des meilleures façons d'aboutir à une thérapie, c'est d'affronter ses propres démons. Ça reste très psychologique et très théorique, je sais, mais je pense que, en tout cas, je parle de moi, je ne sais pas si c'est le cas d'autres personnes, mais ça touche certainement une partie des jeunes. Moi, j'ai besoin de savoir vraiment ce qui s'est passé et de voir les choses, de les regarder en face pour mieux comprendre la situation. Je n'aime pas avoir une idée juste parce que on me l'a imposée d'une manière inconsciente dans la communauté à laquelle j'appartiens. Et il faut toujours avoir ces distances pour mieux juger et ne pas subir justement ce lavage de cerveau qui est malheureusement toujours d'actualité, même chez des jeunes qui sont éduqués, qui ont été aussi à l'université. Mais c'est aussi, ça reste des points de vue très personnels. Comment dire, soigner les blessures du passé, est-ce que ça veut dire, bon, si j'ai bien compris, ça ne veut pas dire oublier, mais est-ce que ça peut signifier aussi pardonner? Joe, est-ce qu'on peut pardonner les choses horribles qui ont été faites? Comment on peut le faire? Est-ce qu'on peut pardonner? Oui, Bon, est-ce qu'on peut pardonner? moi, je n'ai pas vécu la guerre, donc je ne sais pas vraiment, mais je peux raconter ce que je vois dans des visages de personnes qui ont vécu la guerre. Je donne un exemple, mon père, par exemple, il a vécu la guerre, il a dû aussi y participer. Je le vois beaucoup avec d'autres personnes qui, un jour, peut-être, ont été l'un contre l'autre. Et je donne un exemple. Quand il a rencontré une personne d'un autre parti, d'autres milices, et cet autre est d'autres religions, l'autre personne lui a dit, tu sais qu'on nous a mis dans la tête que vous veniez nous manger. Donc, Oui. et ils sont vraiment très amis maintenant. Donc, ça, c'est un exemple. Bien, bien. Continuons, Joe et Yvonne, avec la question de ces possibilités de changer les choses au Liban quand ces gens qui se réunissent sur les places, vous pensez qu'ils ont les moyens de faire quelque chose? Je veux dire, à part protester, ça c'est très bien de protester, mais quels sont puisqu'on a toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes familles, toujours les mêmes partis, où est-ce que vous voyez maintenant des signes que autre chose est possible? Est-ce qu'il y a vraiment des figures ou des forces qui vous semblent apporter un espoir? Qui est-ce qui veut commencer? Joe, tu continues? OK. Je pense que, alors, premièrement, quand la nouvelle révolution du dernier octobre a commencé, Ouais. moi, j'étais vraiment très content parce que j'ai vu que le peuple, en effet, qu'une grande partie du peuple s'était réveillé, disons. Et je pensais qu'un jour, cela arriverait parce que on en a marre déjà, non? Et
je n'avais pas pensé que ça allait arriver aussitôt. Mais je pense que le vrai changement se passera surtout dans les élections qui suivent. Je ne sais pas si les partis politiques vont continuer à utiliser les mêmes méthodes qu'ils ont déjà utilisées, comme par exemple créer des alliances très étranges. Deux partis qui normalement se haient totalement, se créent des alliances dans une région pour, par exemple, euh, pour gagner, pour être élus eux-mêmes, et puis ils se divisent le pouvoir et ils continuent à se quereller ensuite. Mais je pense que avec la création de nouveaux partis politiques, avec des jeunes personnes, avec des nouvelles idéologies, de nouveaux talents aussi, je pense que cela prendra un peu du temps. Aussi, j'ai aimé une expression que le président Macron a utilisée aussi. Il a dit que l'ancien est en train de se terminer et le nouveau commence à se créer. C'est pas les mots exacts, mais c'est ce C'est sens. l'idée, oui. Oui, je pense qu'on aura besoin du temps pour changer et ça commence comme ça. Et Yvonne, tu vois, toi, des signes de nouveauté? Alors, tout comme Joe l'a bien expliqué, je pense que tout va se jouer justement au niveau des élections parce qu'une révolution qui se limite à des manifestations dans la rue ne mène pas vraiment à grand-chose, même si c'était très beau à voir. Au fond, je voulais vraiment participer tellement ça me touchait. Je regardais tout ça de loin et c'était une torture vraiment de regarder que les choses bougeaient enfin dans ce pays et que le peuple se réveillait, qu'ils étaient tous unis contre tous. C'était d'ailleurs un des slogans les plus connus. Mais c'est sûr que pour que ça change, il faut qu'il y ait une adoption de nouveaux programmes, qu'il y ait de nouvelles personnes qui entrent dans la sphère du pouvoir. Et il faut aussi inciter les gens à voter parce que lors des précédentes élections, il y a la moitié du peuple qui a voté. Donc, il y avait plus que la moitié qui n'avait pas du tout voté. Par lassitude. Je prends un exemple dans ma famille. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas voté. On m'a dit, mais pourquoi voter? On sait que ce sera les mêmes personnes qui vont revenir au pouvoir. Donc, ces gens qui étaient touchés par cette lassitude, je pense que ces personnes-là, elles ont été quand même réveillées par cet esprit de révolution. On a tous eu envie de s'intéresser aux choses parce qu'on a vu qu'enfin, il y a peut-être une lueur au bout du chemin. Bien, je vais relancer la balle à Claudio qui nous a fait cette introduction. Quand il entend ces jeunes qui disent qu'il y a quelque chose qui se passe, moi j'ai plutôt entendu dans ta présentation que c'est un pays qui a l'air d'aller de catastrophe en catastrophe. Comment est-ce que tu réagis à ce que tu as entendu? Tu penses qu'il y a vraiment là un espoir de changement ou bien que les jeunes sont des utopistes? Non, il y a un espoir de changement. Les jeunes qui manifestent n'ont pas encore montré leur carte, je ne sais pas si on dit comme ça. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas organisés. Des personnalités ne sont pas encore émergées. Peut-être elles sont là et elles attendent ou bien des élections ou d'autres événements. Mais il y a l'espoir. Ce que nos amis ont dit est déjà un témoignage de cela, parce que si quelqu'un comme Joe qui est là-bas, même si je sais qu'il pense souvent qu'il serait mieux pour lui d'émigrer, il a décidé de ne pas le faire et même de mettre sur pied quelque chose de nouveau dans son travail, etc. Et une jeune qui est émigrée pour ses études a envie de rentrer dans son pays. Donc, c'est déjà deux témoignages sur deux qui donnent de l'espoir. Je pense, par contre, que c'est toujours un peuple qui va changer son destin, qui va modeler son destin, mais au Liban en particulier, le jeu des forces, le jeu de la stratégie géopolitique, le jeu des forces régionales et des grandes puissances est très important parce que tout est bloqué maintenant politiquement par le fait que le Tandem chiite, en tout cas en particulier les Hezbollah,
ont acquis pendant les dernières 10 années un pouvoir énorme. Ils contrôlent la politique, l'alliance avec le parti maronite d'Aoun est une alliance qu'ils conduisent. Ils ont une force encore économique très grande. Mais surtout, ils sont un parti politique au pouvoir qui dépendent et qui est lié strictement et dépend d'une puissance régionale comme l'Iran. Cela a conduit à un blocage de tous les aides internationales qui sont maintenant, qui ont toujours bénéficié le Liban, mais maintenant sont devenus essentiels. Et justement parce que le Liban est gouverné, disons, par un parti qui est totalement lié à une puissance régionale comme l'Iran, évidemment a stoppé toute l'aide qui venait des pays aux sunnites, en particulier des pays de l'Arabie saoudite et des autres pays arabes, et de l'autre côté, de l'Occident, de l'Europe et des États-Unis. La France est en train de jouer un rôle, elle a toujours eu un rôle intéressant pour le Liban. Maintenant, il me semble qu'elle est en train de jouer un rôle significatif. Macron n'a pas, selon moi, n'a pas commis des fautes jusqu'à présent. Il est assez aimé par la population aussi, mais il est en train d'essayer de débloquer la situation, surtout parce qu'il y a des énormes, il y a des capitaux, on parle de 10 milliards qui sont prêts de l'Occident, des États-Unis et de l'Europe à revenir, à s'investir au Liban. Et cela n'arrivera pas si quelque chose ne change pas à l'intérieur. Je trouve très intéressante la position que, enfin, l'Église maronite a prise par la bouche de son chef, du patriarche Rai, lequel est intervenu maintenant après l'explosion avec beaucoup de courage et de clarté. Et il a dit le Liban doit obtenir un statut de neutralité au niveau international, neutralité active. C'est-à-dire nous devons être libres des rapports avec les autres puissances régionales et seulement avec une situation de neutralité reconnue, réelle et reconnue par toutes les puissances, les grandes puissances et les puissances régionales. Seulement cette neutralité peut nous permettre de sortir du trou dans lequel nous sommes. Très bien. Il faut suivre les événements. Les États-Unis font beaucoup de pression sur le Liban avec des mesures je ne sais pas comment on les appelle, des mesures économiques, mais surtout aussi des déclarations contre des personnalités, surtout liées au monde chiite. Donc, ils font des pressions pour chercher de débloquer cette situation. Je ne sais pas. Oui. Il faut suivre et c'est très difficile de sortir de là. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit en parlant de l'Église maronite et en posant une question à Joe, parce que tu as dit toi-même que tu viens d'une famille chrétienne, que ton père était engagé là-dedans, et quand on va au Liban, ce qui a été mon cas, on est évidemment très frappé par la présence religieuse des musulmans avec des mosquées impressionnantes, et aussi les églises chrétiennes, le monastère de Saint-Charbel qu'on ne peut pas ne pas visiter et admirer, et beaucoup d'autres choses de ce genre. Donc on a l'impression que l'Église a une force énorme, et je parle là de l'Église maronite bien sûr. Joe, est-ce que l'Église pour toi joue son rôle? Est-ce que toi tu es content de sa présence, ou est-ce que quand on parlait, tu avais l'air de trouver que l'Église n'était pas tout à fait ce que toi tu espérais? Bon, moi, je ne suis pas un expert en politique pour bien comprendre le rôle de l'Église, mais j'ai mon avis. Ce que je pense, c'est que nous avons besoin de sortir, nous comme chrétiens, surtout, de sortir du formalisme chrétien. Parce que c'est surtout le formalisme qui peut nous rendre fanatiques envers les autres.
Et Tu je peux nous pense que, expliquer ce que ça veut dire pour toi, le formalisme? c'est-à-dire le fait que, par exemple, si je suis chrétien, je dois aller à la messe, je dois suivre les règles, entre parenthèses, entre guillemets, les règles du christianisme. Je dois être attaché à ma religion et donc je dois faire attention aux autres, je dois faire attention que les autres ne soient pas plus forts que moi, etc. Et de penser toujours que c'est nous qui avons raison, mais les autres non, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on doit sortir. Et moi, je trouvais que en sortant de cela moi-même, j'ai vu que mon regard envers les autres s'est changé beaucoup. En effet, moi, je vois tous les autres, tous les autres Libanais comme un bien pour moi. Mais l'Église dit toujours aimez-vous les uns les autres. Elle ne fait pas ça au Liban? Je m'excuse, Bon, hein, je suis un petit peu provocateur là, mais enfin, oui. elle ne joue pas son rôle alors. Je ne veux pas juger les personnes, mais je pense que nous avons besoin de prendre des initiatives réelles, des initiatives qui sont dans des actes pour manifester cet amour. Et pour le moment, ce n'est pas. L'Église est trop prise par ses combats politiques. Oui, surtout, je répète aussi, ceux qui appartiennent à des partis, ceux qui continuent à penser que les autres vont nous manger. Mais en effet, si c'est vrai que les autres vont, entre guillemets, je répète, nous manger, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Est-ce qu'il faut tirer le fanatisme et le renforcer, ou bien il faut montrer que quelque chose d'autre est possible? Mais en effet, pour moi, quelque chose d'autre est possible, parce que moi, j'ai beaucoup d'expériences avec qui sont de différentes religions, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'aide dans ma vie chrétienne. Et que eux-mêmes, ils me disent que moi, je les aide dans leur vie musulmane ou druze. Yvonne, c'est un sujet qui t'inspire. Tu comptes aussi sur les églises pour l'avenir du Liban ou bien est-ce que tu penses qu'elles ont une révolution à faire aussi? Alors moi, personnellement, je suis aussi née dans une famille chrétienne. J'ai eu une éducation chrétienne. J'ai été à l'école chez les sœurs. Donc, Une vraie Libanaise alors. voilà, j'étais vraiment formée dans ce cadre-là. Mais au fond, je n'ai jamais senti que c'est l'Église qui va me sauver personnellement ou sauver le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Parce que j'ai toujours senti qu'au Liban, la religion n'est pas seulement une histoire de croyance. On n'est pas chrétien parce qu'on croit à fond dans les textes sacrés. On est chrétien parce qu'on est né chrétien et parce qu'il faut rester chrétien. On est chrétien ou musulman ou druze par affirmation de soi, Oui. pas parce que c'est une conviction personnelle. Je donne un exemple tout bête. Quand j'étais petite, mes grands-parents me disaient qu'il fallait chaque dimanche aller à l'église. Mais moi, personnellement, ça ne m'inspirait pas. Je n'étais pas proche ces pratiques, comment dire, ne me touchaient pas personnellement, à un titre personnel. Mais on me disait qu'il fallait le faire parce que dans notre village d'origine, qui se trouve au nord du Liban, tout le village va à la messe le dimanche pour s'afficher, pour montrer qu'on est de bons chrétiens. Et je me demandais toujours, mais est-ce qu'on est de bons chrétiens juste parce qu'on va à l'église et qu'on s'affirme en tant que chrétien, ou bien parce que dans notre vie, on s'aime les uns les autres, pour reprendre la formule que vous avez énoncée tout à l'heure. Et puis, c'est ça le problème profond, je pense, des religions au Liban, que ce soit la religion chrétienne ou autre, c'est que les religions sont pensées comme un système d'appartenance et non pas un système de croyance. Et c'est là que toute la différence gît. Et il n'y a pas des signes de personnes. J'ai parlé de Charbel tout à l'heure, mais bon, il est mort. Il n'y a pas maintenant de personnalités libanaises
pas seulement religieuses, je ne pense pas à ça, mais qui vous semblent être des symboles d'un autre Liban possible? Qui est-ce qu'on peut regarder au Liban? Alors, bon, actuellement, on n'a pas vraiment de vrais leaders à la révolution. On a plein Vous avez de... une célèbre chanteuse que Macron a voulu rencontrer, non? Oui, bien sûr, Fayrouz, qui est un symbole qui fait l'unanimité parmi les Libanais et qui est un des rares symboles, d'ailleurs, sur lesquels tout le Liban est d'accord, qu'on soit chiite, druze, chrétien, orthodoxe, enfin, tout. Fayrouz représente justement cette icône vraiment intouchable, cette chanteuse sacrée qui a su parler à toutes les générations, qui parle encore aux jeunes, aux anciennes générations, qui chante les gloires d'un Liban qu'on ne retrouve plus ou les gloires d'un Liban qu'on imagine. Et c'est en ça qu'elle fait l'unanimité justement du peuple. Et je pense que la rencontre de Macron avec Fayrouz jouait beaucoup justement là-dessus, parce qu'elle montrait qu'il est quand même possible de se mettre d'accord sur une chose, qui est dans ce cas la chanson ou ce qui nous inspire tous, et qu'au fond, on aime plus ou moins tous la même chose, mais qu'il faut un peu dépasser nos identités personnelles sans forcément les détruire, mais il faut accepter l'autre tel qu'il est sans en avoir peur. Mais je sais que c'est très, très difficile pour les vieilles générations, surtout celles qui ont vécu la guerre. C'est impossible de faire le pas. Et c'est surtout aux jeunes de prendre les distances et de voir que finalement, c'est dans l'acceptation de l'autre qu'on peut dépasser la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. J'ai encore une question à Joe. Après, vous voyez que le temps passe, donc si vous avez des interventions ou des questions, n'hésitez pas à les poser aussi à Jean-François qui transmettra. Joe, le pape a dit qu'il ne fallait pas laisser le Liban seul. Est-ce que vous vous sentez seul en ce moment? Bon, je pense que si je vais parler du Liban en total, oui, je pense que le Liban s'est senti, beaucoup de personnes au Liban se sentent seules. Et la preuve, c'est parce que quand le président Macron est venu à visiter le Liban, beaucoup de personnes ont pris un souffle parce que ils disent, oh, c'est bien que quelqu'un nous regarde au moins. Oui. Et le fait que plusieurs pays nous ont envoyé leurs aides, cela aussi nous a soulagés après la grande catastrophe. Et que pouvons-nous faire alors? Bon, que pouvez-vous faire en personne? Oui, oui, je pense aux gens qui sont ici, qui s'intéressent pour le Liban. Que pouvons-nous faire? Déjà, ce que vous faites maintenant, le fait que vous avez fait cette rencontre et vous avez invité deux jeunes Libanais pour nous écouter, c'est déjà un geste qui est vraiment significatif parce que vous écoutez ce que nous avons à dire aussi et vous voulez connaître la situation et l'histoire du Liban. Déjà, ça, c'est quelque chose. Yvonne, quels sont les espoirs de rentrer au pays? Pour le moment, malheureusement, ils disparaissent de plus en plus. Ils s'enfoncent de plus en plus. Mais j'espère qu'un jour, ils seront là et je pourrai rentrer à nouveau. Mais pour le moment, j'arrive pas à imaginer. Je n'arrive pas à me projeter et c'est un grand problème. Il faut Mais attendre un peu. Mais actuellement, c'est vraiment, on est dans un entre-deux. Comme l'a dit Joe tout à l'heure, il y a une ère qui se termine et une autre qui n'a pas encore commencé. Puis on est là à attendre. On est dans le flou. Et tant qu'on est dans le flou, enfin moi personnellement, je n'arrive pas à décider sur le coup comme ça. J'avais une question que je posais volontiers aux gens que je rencontrais et que je pose maintenant à Joe parce qu'il est sur place dans cette situation qui est terrible, comme on l'a entendu, y compris dans la vie quotidienne et tout ça. Comment, Joe, comment est-ce que tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? C'est une très belle question. Et en effet, je pense que ça, c'est quelque chose de très essentiel. Comment je peux me lever le matin après
après $1 ou bien une dévaluation d'une livre libanaise, après un manque de respect des politiciens, après une explosion comme celle-ci. Je vais raconter mon expérience après l'explosion. Moi, j'étais à 4,5 km de l'explosion. Donc, on a senti un tremblement de terre, ensuite deux explosions consécutives, dont la deuxième était vraiment celle qui était fatale, qui a détruit tous les vitres du travail. Je n'avais pas paniqué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'en effet, j'étais près de la vitre. Mais quand j'ai senti le tremblement de terre, pour une raison que je ne sais même pas, je me suis éloigné de la vitre. Et bon, quand je retournais à la maison, je pensais à toutes les personnes tous mes amis qui étaient à Beyrouth. J'appelais un après l'autre pour être sûr qu'ils étaient vivants. J'arrive à la maison, je me rends compte qu'un de mes amis qui travaille à Maersk, qui est une compagnie de shipping et de commerce international, était à 200 mètres de l'explosion. Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu 2 fois, donc là j'ai paniqué. Et on m'avait dit qu'il était à l'hôpital, mais on ne m'avait pas dit quel hôpital, donc je savais qu'ils ne disaient pas la vérité. Ils essayaient de me soulager dans ce moment. Et c'était juste le deuxième jour quand j'ai su qu'il était vivant, mais qu'il était juste touché. Et pas vraiment très grave, mais il était touché. Il était passé à l'hôpital et puis il était même sorti le deuxième jour. C'est seulement le deuxième jour que j'étais soulagé. Mais en effet, quelque chose que j'ai expérimenté après l'explosion, c'est que des jours après, j'ai vu que les désirs que j'ai dans la vie, le désir de jouer football, de voir mes amis, de sortir avec mes amis, de construire une entreprise, d'écouter la musique parce que je suis musicien, de jouer la guitare, ces désirs se trouvaient encore. Et je me demandais, mais pourquoi ces désirs que j'ai dans mon cœur se trouvent encore? Et je n'ai pas compris cela jusqu'à ce que j'avais un appel avec une de mes amies en Italie. Elle m'a dit, incroyable, ça c'est un signe que ton moi n'est pas réductible. Oui. Ça m'a touché vraiment. Ton cœur est toujours vivant. Oui. Et je ne peux pas être réduit par une mauvaise situation, mais je parle de mon cœur. Ça ne veut pas dire que je ne ressens plus la douleur. Au contraire, ça veut dire que je ressens la douleur 100 fois plus même. Et en effet, moi, je suis toujours plein de douleur à cause de ce qui s'est passé et plein de douleur et de colère devant la situation de mon pays. Et je pense qu'en effet, j'ajoute la dernière chose, la vraie lutte n'est pas entre la situation et qu'est-ce que je dois faire. Parce que je peux même quitter le pays, mais je ne serai pas vraiment content. Pas pour le fait que j'ai quitté ou parce que la situation est meilleure, etc. Mais parce que le vrai problème, c'est entre l'être et le néant. C'est entre le sens à la vie et le néant. Et donc, je suis à la recherche de quel est le sens de la vie en général et de vivre devant une situation pareille. Pourquoi le bon Dieu m'a mis dans ce pays et m'a donné ce cœur avec cet amour pour ce pays. Parce que si Dieu existe, il doit être possible d'être heureux aussi au Liban. C'est ça que tu veux nous dire. Oui. Certainement. Merci parce que ce que tu dis là me touche beaucoup. La vérité de notre cœur, c'est ce désir de vivre, ce désir de bonheur, non? Et on doit croire qu'il est possible de le vivre partout. C'est ça que tu nous dis. Oui, et si vous voulez, pardon, oui, j'entends ça.
Alors oui, ben, c'est que le temps passe, hein, Non, il y a normalement. simplement deux questions sur la boîte de conversation. D'abord, il y a Jeannette Kassouf qui dit en fait qu'on pourrait résumer tout le dialogue de ce soir avec la question « Que signifie être libanais ?» Et elle dit « La réponse doit venir des Libanais ». Oui. Alors, c'est important. C'était Surtout, très bien. C'est et, certainement, sans être une question, c'est une belle affirmation, oui. Oui. et il y a Dima qui voudrait poser une question à Yvonne. Alors, Dima, si vous voulez ouvrir votre micro. Alors, merci, monsieur Jean-François Thierry. Oui, Yvonne, j'aimerais mieux comprendre cette question de l'histoire. Est-ce que quand tu dis que tu n'as pas appris l'histoire, mais que tu as entendu des positions peut-être partisanes, comment se fait, est-ce que moi, j'ai de la peine à comprendre comment est-ce que c'est trop tôt pour réécrire un livre d'histoire et comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de nouveau sans un lien avec l'histoire. Ça m'intéresse. Alors, j'ai peut-être pas des réponses à toutes les questions, Dima, mais ce qui est sûr, c'est que oui, d'une part, je trouve c'est tôt de d'écrire cette histoire parce qu'on l'a pas encore bien comprise, vu que les mêmes acteurs sont revenus sur scène. Donc, on n'a pas cette distance qui nous permet de réfléchir à ce qui s'est vraiment passé. Et d'un autre côté, on a quand même vu, comme on le disait la fois passée, quand on a eu notre réunion avec Patrice, que l'histoire a été écrite, pour moi, par la littérature. Ce manque dans l'histoire a été comblé par la littérature contemporaine libanaise. Je cite des auteurs, par exemple, comme Rabia Jaber, qui est pour moi un des historiens littéraires que j'apprécie le plus, qui est revenu sur ce sentiment d'identité libanaise, sur la guerre du Liban, mais d'un point de vue littéraire, qui me touche personnellement beaucoup, parce que j'arrive à comprendre des peurs ou des sentiments auxquels j'ai été confrontée dans ma vie, et de trouver des réponses, mais dans le roman, dans l'imagination, même si ce n'est pas une histoire précise, écrite. Mais au moins, il y a des alternatives. Merci beaucoup, Yvonne. Je voulais conclure en demandant à Claudio s'il arrive en 2 minutes ou 3 minutes à nous parler d'une histoire qu'il a vécue, parce que le 31 juillet, donc 3 jours avant l'explosion, 4 jours avant, est morte Jocelyne Kouéry, qui était une combattante des phalanges, qui s'est battue à coups de fusil et de kalash et tout ça contre les musulmans, qui a défendu avec d'autres femmes, c'est une histoire célèbre, qui a été vraiment une combattante et qui vient de décéder après une longue vie. Et Claudio l'a rencontrée et il lui a demandé comment elle avait pu passer de la combattante qu'elle a été à quelqu'un qui était justement là pour demander une purification de la mémoire, qui voulait travailler à une autre mémoire. Claudio, tu te souviens de ta rencontre avec Jocelyne? Il faut mettre le micro. Hein? Pardon, oui, de plusieurs rencontres, mais je pense que Jocelyne a suivi ce parcours que Yvonne et Joe indiquaient auparavant, c'est-à-dire sortir d'une église, d'une foi formaliste et traditionnaliste, et qui l'avait guidé inévitablement pendant toute sa vie, toute sa jeunesse, dont elle était impliquée dans la guerre jusqu'au bout. Elle devait défendre les siens. Elle l'a fait avec beaucoup de courage, mais elle a employé beaucoup d'années à sortir de là, de cette image de l'autre différent qui est un ennemi et pas une source pour toi. Et ça a été un parcours assez long, mais duquel elle est sortie complètement. Quand elle a commencé ses œuvres sociales, d'assistance, etc.,
elle a commencé à recevoir des jeunes libanaises musulmanes qui avaient des difficultés avec les familles. Elle a commencé évidemment aussi à approfondir sa foi. Elle disait, quand je combattais militairement et politiquement, j'ai compris qu'il n'y avait pas de fond. On ne savait pas bien pourquoi on le faisait. Notre foi était stérile. Il fallait comprendre au moins la doctrine sociale de l'Église si on voulait faire la politique. Mais peu à peu, elle est devenue, on peut dire, une mystique. Elle a essayé d'entrer dans les Carmel, oui. dans le Carmel. Puis elle a compris qu'elle devait rester dehors, qu'il y avait beaucoup de besoins sociaux, mais il y avait la nécessité de témoigner une foi qui n'est plus, qui n'est plus de façade. Parce que c'est un problème, pas seulement de l'Église au Liban, mais l'Église au Liban, elle est tombée dans le piège du clientélisme et donc elle a eu beaucoup de privilèges, d'avantages. Elle a été une Église très riche pendant les dernières décennies. Et elle a pu garder une très belle façade, énorme. Mais derrière, comme partout dans l'Église, pas seulement au Liban, il y avait le vide. Donc, ce parcours, si les chrétiens, les jeunes chrétiens, commencent à le parcourir d'un traditionnalisme à une foi, comme disait Yvonne, à une conviction personnelle de foi, là recommence la reconstruction du Liban. Là aussi, on va rencontrer les musulmans, on va rétablir, on a déjà des bons rapports sont toujours restés, Jo nous le disait, mais on peut rebâtir aussi du point de vue social, économique, politique, une société libanaise. Et Jocelyne a été un exemple, elle a ouvert la route. Et je pense qu'il faut la connaître un peu mieux. Les toutes dernières années, elle était aussi très malade, je n'ai pas pu la voir. J'ai vu seulement les œuvres qu'elle avait créées, qu'elle devenait toujours plus grande, mais ce n'est pas seulement ça, c'est l'esprit qu'il y avait là-dedans qui était fondamental et qu'il faudrait approfondir et mieux connaître. Oui, il y a aussi une très belle biographie sur Jocelyne. C'est pas tout à fait la littérature libanaise, comme dit Yvonne, mais c'est vraiment aussi le témoignage d'un autre Liban. Et tout ça est très, très encourageant. Moi, je remercie beaucoup Claudio pour ce qu'il vient de nous dire. Je remercie énormément Joe et Yvonne qui nous ont fait entendre la voix du Liban. Et je repasse le micro à Jean-François parce que, comme on nous a vraiment dit de respecter les horaires, les Suisses, on respecte les horaires, et Jean-François qui va nous dire comment continue Aîné, qui est donc cette plateforme culturelle inventée par le virus, par le Covid, et puis qui nous permet de réunir des gens de différents pays qui partagent un point commun, en tout cas c'est le français, mais aussi l'intérêt pour l'homme, pour notre cœur, comme disait Joe. Jean-François nous dit comment on va continuer, et moi je suis heureux de vous repasser le micro, cher Jean-François. Merci beaucoup, Patrice, pour avoir guidé de main ferme et très intéressante cette soirée, vraiment. Alors, je voulais juste donner deux annonces. Avant tout, que vous pouvez regarder les rencontres précédentes de la plateforme culturelle Aîné ou sur la page Facebook Aîné ou bien sur le canal YouTube Aîné aussi. Et cette rencontre aussi s'y retrouvera. Première chose. Deuxième chose, notre prochaine rencontre sera dans 2 semaines, le jeudi 1er octobre aussi à 20h. Et nous allons retourner à un des thèmes qui était au début de notre plateforme culturelle, qui est l'art, et comprendre un petit peu le parcours d'un artiste, qui ce sera vraiment très intéressant, je vous l'assure. Alors, j'en dis pas plus parce qu'on est encore en train de la préparer, cette rencontre, mais on espère très fort que ce sera dans 2 semaines. Alors voilà, merci beaucoup pour avoir été avec nous ce soir. Et alors, on se voit dans 2 semaines.